Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau numéro exceptionnel de la web radio podcast EdTech France. Nous sommes en direct de l'espace territoire apprenant de la Banque des Territoires au salon Educatech Educatis pour 3 jours de talk diffusés en streaming sur edtechfrance.fr et sur les sites et réseaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN et la Maïf. Et pour interagir avec nous, hashtag EdTech, hashtag Educatectiste, hashtag TE2R, apprenant. Le secteur de la EdTech compte aujourd'hui plusieurs centaines d'entreprises innovantes, des startups, des PME, des associations qui dessinent le futur de l'éducation. Comment se lancer pour passer du stade de l'idée au stade du projet? Est-ce qu'il faut passer par un incubateur, par un accélérateur? Comment est-ce qu'on trouve des fonds? Comment on se rapproche aussi des acteurs publics? Il n'y a évidemment pas de recette toute faite, mais nos invités vont répondre avec leur expérience. Je les remercie très sincèrement d'être venus ce matin. Il s'agit d'Antoine Ayoub, directeur d'investissement de 50 Partners. Bonjour. On dit comme ça? On dit comme ça, c'est bien ça. 50 nuances de partenariat. 50 nuances de partenaires. Et Thomas Cotinet, co-dirigeant du Liberty Living Lab à Paris. Bonjour Thomas. Bonjour Rémi, bonjour Antoine. Bon, merci Bonjour encore Thomas. à tous les deux d'être là. Est-ce que vous vous connaissiez ou pas encore? Non, on a fait connaissance tout à l'heure, juste Exactement, on ne se J'adore, connaissait pas. j'adore. Voilà, c'est ça aussi le podcast EdTech France, c'est des rencontres. Alors Thomas, j'ai d'abord une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que c'est que le Liberty Living Lab? Qu'est-ce que c'est qu'un lab? À quoi ça sert? Alors, le Liberty Living Lab, c'est 2 choses. Premièrement, un écosystème de 220 personnes, essentiellement des startups. Ouais, Et deuxièmement, une équipe qui accompagne les grandes organisations publiques et privées dans leur transformation, y d'accord. compris dans le champ de l'éducation. Et ces 220 personnes, startups, mais également acteurs publics, Ouais. chercheurs et corporates, ont toutes pour point commun de porter des projets innovants qui adressent des défis d'intérêt général, des D'accord. défis de société, des défis D'accord. politiques publiques, à l'appui de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique. Donc il y a des EdTech. Et il y a pas mal de EdTech Ouais. et d'éducation. Alors d'éducation aussi, parce qu'un des premiers projets qui est sorti du Liberty Living Lab, c'est la Lab School, une école Ouais, qui est située avec juste Pascal en face. Hague, bien sûr. Pascal Hague, je crois que tu reçois, ou que le Corner ici Exactement. reçoit dans d'autres émissions. Elle sera là même avec des enfants, Pascal. Ouais. Voilà, donc une école créée par des chercheurs qui mêlent de l'innovation pédagogique et de la mixité sociale. Et sinon, effectivement, dans le champ de l'EdTech, Learn Enjoy, qui a développé Ouais, une solution bien qui sûr. permet aux enfants autistes de suivre l'école et de mieux former leurs professeurs. La Lilo, Ouais. qui offre une solution technologique permettant en grande section CP, CE1 d'individualiser l'apprentissage de la lecture, d'améliorer Ouais. la force de frappe, la capacité d'action du professeur en lien avec l'élève et la famille. Donc Liberty Living Lab et Éducation, c'est également le ministère de l'Éducation qui est D'accord. résident en Ok. ce moment, Ils qui sont travaille. résidents, d'accord. Donc Voilà. il y a des gens du ministère qui sont Il y a une équipe hébergés tout à fait, en ouais. liberté. D'accord. Voilà, il y a plusieurs acteurs publics. French Impact, également une petite équipe, une agence du gouvernement qui est en charge des politiques Ouais. publiques de l'impact social et environnemental, qui fait pas mal de choses sur l'éducation. Voilà. Et comme projet un peu marquant pour l'histoire du Liberty Living Lab, on a incubé l'incubateur LearnSpace, qui était D'accord, ouais. le premier Ça, incubateur c'est fort, EdTech. d'incuber des incubateurs. Voilà. LearnSpace de Svenja Buisson. On l'a fait également dans le champ de la culture, Ouais. et qui était assez proche des enjeux d'éducation, avec Créature, qui vole de ses propres ailes. Donc voilà, effectivement, l'éducation est une des majeures du Liberty Living Lab, et ça se retrouve dans cet écosystème avec ses résidents, avec des belles signatures de l'éducation. On pourrait citer aussi Latitude, qui adresse le marché de l'enseignement supérieur, qui permet à des grands établissements d'enseignement supérieur de préparer leurs étudiants à des carrières for good, des carrières d'intérêt général. Donc ça se retrouve dans cet écosystème, mais également dans l'autre partie de notre mission, qui est d'ailleurs la plus importante,
90% de notre activité, avec par exemple pas mal de projets avec Bayard, Oui. où là, on va aider un grand groupe à se moderniser, à se transformer et à révolutionner parfois ses outils d'apprentissage qu'il incorpore dans ses produits, dans ses médias. Alors le point commun entre toutes ces entreprises, tous ces projets, si tu as dit la notion d'impact, de tech for good. Alors c'est un mot qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, être ou pas tech for good? Donc on le voit, hein, il y a des urgences très claires qui s'imposent à toutes et à tous maintenant. L'urgence climatique, les inégalités sociales, le développement. Et la technologie recèle un potentiel énorme pour accélérer l'émergence de nouvelles solutions pour répondre à ces défis. Donc la Tech for Good, c'est l'orientation de ces technologies vers l'ensemble de ces défis de société. Alors l'éducation, bien évidemment, mais également le climat, un meilleur fonctionnement de la démocratie, la santé, la mobilité, l'énergie. Voilà. Alors, si on voulait définir en quelques mots Liberté, c'est quoi? C'est plutôt un incubateur, plutôt un lieu, un écosystème? Comment tu définirais? Alors l'originalité de Liberté, c'est qu'il est très connu pour cet écosystème. Donc, sur 2 lieux, c'est 220 personnes, enfin, des talents incroyables, et puis pas uniquement start-up, qui sont mêlés avec des acteurs corporate ou des acteurs publics. Mais la principale activité du Liberté, et ce qui s'y passe principalement, ce sont d'autres projets qu'on porte avec d'autres acteurs publics et privés qui viennent prototyper des solutions, soit seulement pendant quelques jours, soit pendant une année, avec beaucoup d'innovation verte, de recherche et développement. Et alors nous, on aime beaucoup hybrider le public et le privé. Et également, on mobilise la fertilisation croisée entre d'un côté des compétences technologiques, donc celles qu'on retrouve dans les techs, et de l'autre des compétences en sciences humaines et sociales. Alors sciences de l'éducation pour l'éducation, mais également sciences politiques, sciences économiques, le nudge, les sciences comportementales. Donc ce qui se passe aux Libertés, à côté de l'écosystème qui est notre principal actif, que ce pourquoi on est le plus connu, ce sont tous ces projets où sur quelques semaines ou une année, on vient prototyper un nouveau service public ou un nouveau service porté par un corporate, parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui pivotent en ce moment vers l'impact, donc qui aiment bien être accompagnés par des acteurs comme nous. C'est plus qu'un incubateur d'une certaine manière. Et puis le lieu en plus est super, en plus il y a une cafette, on y mange bien. C'est très sympa. C'est extraordinaire. Alors Antoine, c'est un peu différent parce que chez 50 Partners, c'est plutôt de l'accélération de projet. Il y a plusieurs stades, l'incubation, l'accélération. Exactement. C'est quoi accélérer un projet et à quel moment est-ce que vous intervenez pour aider les entreprises? Alors tout à fait, oui. L'accélérateur intervient plutôt une fois que le projet a trouvé son marché, ce qu'on appelle le market fit en anglais. Donc en gros, c'est la corrélation entre le marché et puis le produit. C'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déployer à la fois du financement et de l'expertise pour aller chercher ce marché le plus rapidement possible pour devenir un acteur important sur ce marché-là. Donc c'est là qu'on intervient, nous. Donc 50 Partners, c'est un rassemblement d'expertise, un accélérateur qui est très particulier avec un modèle assez unique, puisqu'on a rassemblé en 2012 50 entrepreneurs du numérique, donc des grands entrepreneurs qui ont réussi. Exactement. Si on avait eu 49, vous auriez été embêtés. Voilà, exactement. Donc on a choisi 50. Et donc c'est pour un maximum d'expertise accompagner un minimum de projets. Donc très peu de projets accompagnés et beaucoup d'expertise pour ces projets-là. Donc on accompagne une 50aine de startups aujourd'hui. Et alors, quand on dit accompagner une start-up, concrètement, pour que ceux qui nous écoutent se rendent compte, qu'est-ce que ça signifie? Il y a un lieu, il y a des conseils, il y a du mentoring? Tout à fait. En fait, la start-up, tout au long de l'histoire de la vie de sa société, un entrepreneur va avoir besoin de conseils et d'accompagnement. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un modèle un peu unique, 50 Partners, parce qu'on s'inscrit dans la durée avec nos startups. Un accélérateur, c'est souvent un programme d'accélération sur 3 à 6 mois. Nous, c'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est de les accompagner dans le temps et donc de rester avec elles sur toutes les problématiques qu'elles vont rencontrer tout au long de leurs histoires. Et donc effectivement, c'est quoi concrètement les startups au départ? C'est beaucoup de financement qu'elles cherchent, donc on les accompagne très rapidement sur. Vous investissez vous-même? Alors nous, notre motto, c'est de s'assurer que 100% de nos boîtes sont financées. Donc comment on fait ça? On a plusieurs leviers.
Déjà, on a un regroupement de business angels très important avec qui on travaille pour financer nos startups qui sont les plus jeunes. Ensuite, on a monté un véhicule effectivement d'investissement qui nous permet de nous assurer que cette promesse est bien rendue pour financer nos startups. Donc ça, c'est des briques sur lesquelles je peux revenir. Mais voilà, donc accompagner une boîte, c'est pas seulement lui apporter des skills au départ, c'est vraiment l'accompagner dans le temps sur des problématiques très différentes y compris des extrêmement personnalisées. Marketing, de communication, exactement, de RH, exactement. etc. Donc c'est tout un tas de choses qu'on rencontre quand on crée une société. Et c'est extrêmement important de personnaliser cet accompagnement parce que chaque entreprise rencontre des problèmes différents tout au long de son histoire. Donc, est-ce que tu as un exemple d'une startup EdTech, par exemple, qui a été accompagnée? Oui, alors on accompagne, je disais, 50 startups, dont une EdTech. On accompagne peu de EdTech. On regarde très attentivement en ce moment les EdTech, surtout dans notre accélérateur Impact. On a lancé un accélérateur Impact. C'est marrant, c'est un terme que je viens d'entendre il y a quelques minutes. Ça, donc justement, les EdTech sont souvent à vocation impact. Enfin, en tout cas, celles qu'on regarde, nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont celles-ci. Et donc, dans l'accélérateur digital, on a Magic Makers, bien sûr, que vous connaissez certainement, qui est une start-up qui apprend à coder aux enfants et jeunes adolescents. Avec Claude Thérosier. Exactement. Et donc, Magic Makers, on les accompagne depuis plusieurs années dans leur développement. Donc c'est une super belle start-up et typiquement pour donner un peu de concret, on les a accompagnés tout au départ sur leur structuration de leur modèle pour transformer un modèle qui est un peu difficile à passer à l'échelle. On les a aidés à trouver un modèle un peu plus on dit scalable. Donc scalable, c'est un terme qu'on entend souvent. Voilà. Scalabilité, scalable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un modèle qui est réplicable en fait, dans une échelle qui est pas une échelle locale, mais plutôt nationale, voire internationale. C'est passé de l'épicerie à la chaîne du supermarché. Exactement. À l'hypermarché. Voilà. Et donc c'est ça l'idée. Donc son modèle au départ avait typiquement besoin de lieux physiques. Elle s'est rapidement abstraite de ce besoin-là en proposant une offre de services packagée pour que tout à chacun puisse dispenser les formations Magic Makers. Voilà, on a aidé aussi sur le financement, on a aidé sur le recrutement, sur les employés clés. C'est vraiment un accompagnement qu'on leur a apporté et ça permet à ces startups-là de passer justement toutes ces étapes beaucoup plus rapidement. Et une des difficultés des startups EdTech, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas énormément, notamment dans le portefeuille de 50 Partners, c'est précisément que travailler avec les acteurs publics, c'est pas toujours simple, notamment quand il s'agit d'éducation. Alors là, je me retourne vers Thomas, puisque c'est l'une des vertus du Liberté, c'est de connecter les acteurs privés et publics. Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui pour les startups de proposer leurs solutions à des acteurs publics? Alors déjà parce que ça constitue un angle mort de la politique, que ce sujet d'orienter les startups vers l'achat public. Ça intéresse encore très peu de monde. Et dans cet univers de la Startup Nation française, on parle beaucoup à raison de levée de fonds, de subventions, de garanties et de prêts. Et en définitive, on s'intéresse assez peu, peut-être parce que ce n'est pas très attractif, pas très sexy, à l'achat public. Pourtant, la priorité d'une entreprise, qu'elle soit dans l'EdTech ou pas, c'est de vendre et de trouver des clients. Donc on est dans un domaine qui est réglementé au niveau européen. Il y a des règles qui s'imposent à tous les acteurs publics européens quand ils veulent acheter des solutions, et par exemple des solutions EdTech. Et force est de constater qu'en France, on a un petit retard dans les réflexes des acteurs publics vis-à-vis de l'innovation. Donc il y a une petite aversion au risque quand on a le choix entre... C'est un euphémisme petit ou pas? Oui, c'est un euphémisme. D'accord. C'est un euphémisme parce qu'il y a 4 ans est apparu un nouvel objectif porté par le gouvernement, que les acteurs publics soient un petit peu plus proactifs dans l'achat d'innovation, donc dans le référencement de start-up. Et l'objectif qui avait été fixé à l'époque était de 2%, pour positionner un petit peu le curseur. Et oui, on a affaire à des acheteurs publics, des prescripteurs publics, des décideurs publics qui veulent y aller, mais qui ont jusqu'à présent souvent eu comme principal... politique de sécuriser juridiquement les marchés. Là, on est dans un univers qui a été très marqué par les affaires politico-financières en France. Premièrement, de sécuriser juridiquement et deuxièmement, d'acheter pour le moins cher possible. Donc ces deux priorités-là ne sont pas propices à l'innovation.
Donc au Liberté Living Lab, on travaille beaucoup là-dessus. Alors premièrement, en ayant à demeure des acteurs publics. Donc on prend garde à avoir dans l'écosystème, aux côtés des startups, certains de ces acteurs publics. Donc ils vivent ensemble, ils se côtoient, ils prennent un café ensemble. Ils ne sont pas tous là, mais il y a par exemple une douzaine de ministères qui viennent 2 jours par semaine. Voilà, on suscite une meilleure connaissance mutuelle. Alors parfois avec des petites opérations anodines, mais finalement elles ne sont pas tant que ça, comme les goûters de l'achat public. Qu'est-ce qu'on mange dans les goûters de l'achat public? Alors des cookies excellents. Excellent. Des cookies pour la notion d'impact, ça c'est important. Parce qu'en fait, il y a un gros problème de culture. Pour les startups, l'univers de la commande publique, c'est de la paperasse, c'est de la complexité, c'est du temps, c'est aussi du risque. Le risque de passer trop de temps pour, au final, un marché qu'on n'auto-vient pas. Donc c'est une sorte de relation commerciale qui apparaît plus risquée. Le temps de l'administration ou le temps de l'achat public n'est pas le temps de la start-up en réalité. C'est ça, on a le temps de mourir 3 fois avant que la commande soit finalisée. Alors ça, ce sont des a priori justement. Et on est là pour les faire tomber. Voilà. Donc à titre d'exemple, il y a ce qu'on appelle le décret de Noël, un décret qui a été pris à Noël dernier et qui a fait passer le seuil en dessous duquel on peut fonctionner de gré à gré, donc très rapidement, de 25 000 euros jusqu'à 100 000 euros. Voilà. Donc quand on est une start-up ou une PME qui porte une solution innovante, on peut désormais, depuis Noël, travailler de gré à gré beaucoup plus facilement, itérer avec un acheteur public. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Voilà. Parce que le tout, c'est pas que les décrets existent, c'est que acheteurs comme vendeurs, on les connaisse. Et il y a d'autres outils qui sont assez méconnus mais dont on fait la promotion, comme la co-traitance. Un grand nombre de startups, et ça vaut pour les techs, ça s'auto-censure quand elles voient des marchés sortir, parce qu'elles se disent moi je suis trop petite et je n'ai pas toutes les compétences pour adresser ce marché-là. Alors qu'il existe des outils, il est tout à fait possible, et on peut être accompagné pour le faire, de répondre à un marché avec une ou deux autres startups, voire même avec un groupe un petit peu plus costaud. Voilà, donc là on est sur des outils très concrets, et pour faire la promotion de ces outils-là, concrètement, pour que je comprenne bien, je suis une petite start-up, je n'ai pas nécessairement les moyens, la capacité à répondre à un marché public. Je vais m'adosser à un grand groupe qui lui a cette capacité pour le faire, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Un grand groupe, à une PME, ou même une autre start-up, parfois à 2 ou à 3, on arrive à être crédible, à avoir de belles chances de remporter un marché. Et donc ces outils-là, c'est vrai qu'il y a un petit retard en France, donc le gouvernement prend pas mal d'initiatives pour diffuser tout ça. Et nous, on joue un rôle d'intermédiaire, on crée la rencontre, on essaye de faire tomber les barrières avec un énorme enjeu d'acculturation, parce que dans l'imaginaire collectif, tant des acheteurs publics vis-à-vis des startups que des startups vis-à-vis des acheteurs publics, il y a de gros a priori, et au final, les principaux freins viennent de là. Et il faut que les gens se rencontrent. Tout à fait, et le Liberté, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Est-ce que vous travaillez directement avec les pouvoirs publics, au-delà des acteurs qui sont en résidence? Est-ce qu'avec la direction des achats de l'État, par exemple, il y a des liens? Tout à fait. Donc on travaille beaucoup avec la direction des achats de l'État. On a organisé un grand séminaire justement pour rapprocher les acheteurs publics de la culture start-up, leur faire toucher du doigt les principes qui sont derrière, les méthodes utilisées par les startups, et qui comprennent en fait que tout ça vient de loin, et très sérieux et très robuste, y compris les solutions technologiques. Mais on travaille également avec des collectivités. Là, j'étais il y a une dizaine de jours dans le département des Bouches-du-Rhône pour moderniser la façon d'acheter et augmenter la probabilité que ces institutions référencent des startups, et notamment d'ailleurs pour des solutions d'innovation. Donc, et un partenariat également au plus haut niveau. Là, le 14 octobre, on a organisé un événement avec Bercy, à Bercy, et 300 personnes, où là, on mélange start-upers, décideurs publics, acheteurs, et on passe une journée entière à créer à la fois des temps de meilleure connaissance mutuelle avec des interventions d'experts, mais aussi du business, des temps de rencontre, de business, de speed dating. Donc la conviction qu'on a, donc Liberté Living Lab, il y a Living Lab dedans, donc cette notion de terrain d'expérimentation, de rencontre, de décloisonnement, c'est qu'il faut démultiplier les occasions, les prétextes à faire travailler ensemble tous ces acteurs-là. Et là, on se rend compte que les outils existent. Dans le cadre de nos collaborations avec la direction d'achat de l'État, on a également été mobilisés pour participer à la refonte du guide de l'achat public innovant. Donc il y a des gros efforts de vulgarisation, de simplification qui sont faits en ce moment. Tout est là pour faire la démonstration que l'achat public de solutions innovantes pour les acheteurs publics, c'est possible, et qu'être référencé auprès d'un gros acteur public, que ce soit l'État ou une collectivité, pour une start-up, c'est tout à fait accessible. C'est une excellente nouvelle. C'est aussi une excellente nouvelle
pour Antoine et l'accélérateur. Ça va peut-être susciter des vocations d'entrepreneurs qui vont se dire c'est possible de bosser avec l'achat public et en plus c'est possible de se faire accélérer. Donc je vois des liens aussi entre vos structures qui sont possibles. Comment est-ce qu'on fait quand on a une start-up et qu'on a envie de rejoindre 50 Partners? C'est possible ou pas? C'est tout à fait possible et on y travaille fort. En fait, comme je vous le disais, c'est beaucoup d'expertise avec un accompagnement d'assez peu de startups, puisqu'on en accompagne 50 depuis 2012, donc c'est très peu. Donc c'est 8 startups par an en gros qu'on accompagne. Pour rentrer chez 50 Partners, il y a un process, on rencontre 2 fois les équipes de gestion. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, on rencontre directement 4 partners. Donc des partners qui ont une composante forte, une compréhension forte soit du métier, soit de la technologie sur laquelle vous travaillez. Ça permet de créer un lien très fort entre la startup et les partners dès le départ. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'à chaque étape du processus, la startup reparte avec un peu de valeur. Que ça s'arrête ou que ça continue, en tout cas, la startup doit repartir avec de la valeur de chez 50 Partners. Et donc c'est ça notre ADN et c'est ce qu'on essaie de transparaître tout au long de notre processus de recrutement. Et donc, une fois qu'ils ont rencontré ces 4 partners, on a un comité de sélection où les 50 partners se réunissent et les startups présentent leurs projets et sont éligibles ou pas au programme d'accélération. Donc c'est un process qui est relativement complexe. Qui est structuré, qui est transparent. Et c'est quoi le modèle économique d'un accélérateur? Comment est-ce qu'on gagne sa vie? C'est une vraie question parce que justement il y a beaucoup d'accélérateurs qui trouvent leur modèle économique dans le conseil ou dans la formation, donc dans le conseil en open innovation, dans la formation, dans le partenariat, etc. Nous, notre modèle est un peu différent puisqu'on a un modèle de fonds d'investissement, sauf que notre investissement, c'est de l'expertise. Donc notre rôle, nous, en tant que société de gestion, donc un fonds d'investissement est souvent régi par une société de gestion, donc nos partners financent cette société de gestion qui va orchestrer tout cet accélérateur et transformer l'expertise de ces partenaires en du capital dans des startups. Donc voilà le modèle économique. Donc c'est un modèle économique vertueux qui est un peu plus ambitieux et disons moins héroïste à très court terme. Donc il faut attendre que les startups grossissent énormément et soient revendues sur le marché pour récupérer l'investissement que les partners font dans la société de gestion et le temps qu'ils ont mis à profit des startups. Mais on pense que c'est le modèle qui nous permet, nous, de nous concentrer uniquement sur notre métier qui est accompagner les startups au succès. Et du coup ne pas se disperser vers des modèles qui sont selon nous pas forcément à profit dans les startups. Et ça nous permet aussi du coup d'avoir du financement de nos partners pour faire tourner cette société de gestion. Ça nous permet d'être agnostique et de travailler vraiment de façon extrêmement pointue pour chacune de nos startups. Un modèle assez unique, au service des entreprises. Exactement. Thomas, le modèle, je m'y perds. Le modèle économique du Liberté, il y en a un ou pas? Oui. Donc en fait, il est directement relié aux 2 activités que je vous ai présentées au départ. D'un côté, cet écosystème, donc les 220 personnes. Alors là, c'est l'actif. C'est pas ce qui rapporte de l'argent. Et de l'autre, en fait, c'est ces chantiers d'innovation ouverte où pendant 6 mois, 1 an, on va accompagner un grand groupe ou un bel acteur public à se transformer et à innover. Donc, par exemple, ce qu'on se fait dans le champ de l'éducation avec Bayer. Donc, de là que provient la marge. Et c'est ça qui permet d'assumer l'ensemble, c'est-à-dire à la fois la production de tous ces programmes et également les 2 lieux, avec en quelque sorte une idée qui consiste à bichonner ces acteurs de la Tech for Good, parce que malgré tout le buzz qu'il y a sur la Startup Nation, et on peut le voir encore aujourd'hui, dans ce secteur-là, quand on est au moment de l'inauguration, les politiques sont là, les médias sont là, il y a un beau focus qui est fait, mais quand il s'agit derrière d'aller acheter à ces startups, d'investir dans ces startups ou de les financer, parfois il y a un petit peu moins de monde. Donc l'ambition qu'on a, c'est de créer un écosystème le plus bienveillant possible, donc qui nous coûte globalement, et à côté d'être suffisamment performant dans les programmes d'accompagnement à l'innovation des corporates et des acteurs publics pour pouvoir se payer le luxe d'être aussi bienveillant et de bichonner l'ensemble de ces startups de la Tech for Good. Et est-ce que les startups ou les entreprises, moi je préfère dire entreprise parce qu'une startup c'est jamais qu'une entreprise. Bon, elle est peut-être plus jeune, elle est peut-être plus innovante, mais c'est jamais qu'une entreprise. Est-ce que ces entreprises qui sont sur l'éducation en particulier, c'est encore plus difficile pour elles de travailler avec les pouvoirs publics que les autres ou pas? Ou est-ce que tout le monde est à égalité? Ou est-ce que l'éducation c'est encore un sujet plus difficile? Tu le perçois comment ça? Alors j'ai le sentiment que l'éducation c'est encore plus compliqué. Du fait de la façon dont c'est organisé en France, avec d'un côté les prérogatives du ministère
et de l'autre un éclatement par compétences, donc la région pour les lycées, les départements pour les collèges et les communes qui ont en charge donc, le primaire. Donc c'est vrai que c'est un panel d'acteurs publics qui rend les choses assez compliquées. Et puis on est historiquement dans une importance très forte qu'on donne au programme et au contenu d'éducation. Et ça se matérialise comment? Donc dans les projets que j'ai cités tout à l'heure, donc j'ai cité par exemple à ILO, j'aurais pu parler aussi de Mila qui a mis en place une solution qui traite les problèmes des troubles du langage. Donc on a des startups qui commencent par se développer aux USA. Donc qui arrivent plus facilement à trouver des premiers marchés aux USA sans abandonner l'objectif de se développer en France. Parce que effectivement, le processus de décision et puis peut-être l'acculturation, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être capable de très vite obtenir une décision d'investissement dans une startup innovante. Mais ça tombe bien parce que EdTech France et nous tous, on est là pour ça, pour acculturer, pour faire en sorte que les acteurs privés, publics se retrouvent, échangent, que des a priori disparaissent, et puis pour donner à chacun le meilleur du numérique et notamment le meilleur de la tech. Voilà, j'ai été très heureux de vous avoir, d'organiser cette rencontre. Est-ce que vous allez vous revoir ? Tout à fait, oui. Nous, c'est un gros enjeu pour nous, pour nos startups, de discuter. Alors, on a un focus particulier sur les grands groupes qu'on arrive bien à adresser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien et on a une équipe dédiée à ça. En revanche, la discussion avec les pouvoirs publics, les fonctions publiques sont beaucoup plus complexes et nous paraissent très compliqué à toucher du doigt, et du coup c'est ce genre de partenariat qu'on crée avec le Liberty Living Lab qui pourrait nous aider à pousser nos startups à mieux comprendre en tout cas comment fonctionnent les fonctions publiques et comment nos startups pourraient travailler avec elles. Super, je prends 10% surtout. Voilà, je vous dis quand même que ce soit acté en public, je prends 10% surtout. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On espère que tous ces éléments vont aider celles et ceux qui veulent se lancer dans la tech ou dans la tech for good. Il y en a certainement parmi ceux qui nous écoutent. Et ici au salon, évidemment, Educatech, Educatis. On nous retrouve partout sur les réseaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la Maïf, la MGEN. Un grand merci à tous les deux pour ce regard particulièrement éclairant. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau talk, toujours en live, depuis le salon Educatech, Educatis et l'espace Territoire Apprenant de la Banque des Territoires. À très bientôt. Merci. Public en délire. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.